confiné. C'est Facebook Live que je tiens à faire dans la période de crise pour pouvoir être fidèle à la mission qu'on s'est fixée, c'est-à-dire communiquer un maximum d'informations pendant ce moment où on a besoin d'avoir de l'information fiable. La République en marche s'est fixé cet objectif. On le fait, et d'ailleurs j'en profite pour le dire, en réactualisant régulièrement un guide des différentes mesures qui ont été prises par le gouvernement. On va tout à l'heure mettre sur le site de La République en marche une nouvelle version de ce guide avec 160 mesures que le gouvernement a prises sur tous les champs de politique publique qui ont besoin, dans ce moment de crise sanitaire, de crise économique, d'être adaptés. Ce soir, je suis très content de pouvoir recevoir Julien Denormandie, le ministre de la Ville et du Logement, parce que ces questions-là sont évidemment au cœur des problématiques que vivent nos concitoyens, que vivent aussi ceux qui sont en première ligne. Et donc, Julien, merci beaucoup d'être avec nous ce soir, de prendre du temps. Merci et bonsoir à toi. Donc, évidemment, on va pouvoir répondre aux questions des internautes, comme on le fait tous les soirs. On prend entre 15 et 30 minutes pour pouvoir communiquer un maximum d'informations. Peut-être qu'on peut commencer par parler de ceux qui sont justement sur la ligne de front. Ceux qui sont sur la ligne de front, ce sont les soignants. Ils ont eu besoin peut-être de plus de mesures que les autres, d'adapter la situation pour notamment trouver des solutions en matière de logement. Ça a été une de tes premières missions et on peut peut-être commencer par ça, ce que le gouvernement a pu mettre en place pour pouvoir venir en aide à ceux qui sauvent des vies aujourd'hui. Bah écoute, effectivement, en fait, qu'est-ce qu'on a observé au tout début du confinement, c'est qu'il y avait beaucoup d'élan de solidarité. Et par exemple, sur Facebook, il y avait des groupes qui s'étaient constitués en se disant, bah moi j'ai un appartement qui est vide et je sais que cet appartement, il n'est pas très loin d'un hôpital. Et donc, est-ce que si jamais je mettais cet appartement à disposition, il pourrait pas être utilisé par un infirmier, une infirmière qui souvent ou parfois habite un peu loin. Et on a vu émerger comme ça de ces solidarités. Donc, l'une des premières missions qu'on s'est fixées, c'était d'organiser cela. Alors, comment on a fait? En fait, j'ai demandé à Airbnb, évidemment, parce que c'est une plateforme avec énormément d'abonnés, de pouvoir proposer une initiative. Et donc, en une semaine, on a créé une plateforme qui s'appelle Appart Solidaire et qui permet à toutes les personnes qui utilisent Airbnb de proposer et de mettre à disposition son logement. Et au moment où je vous parle, j'ai reçu les derniers chiffres. C'est près de 10 000 logements qui ont été proposés. C'est des centaines et des centaines de soignants qui aujourd'hui sont hébergés. C'est près de 20 000 nuitées qui ont été comme ça réservées. Et donc, c'est une initiative qui permet véritablement de trouver des solutions. Et d'ailleurs, je note que depuis qu'on l'a lancé il y a 15 jours, Airbnb est en train de la développer dans 12 autres pays. Exactement ce que nous, on a lancé ici en France. Donc, ça montre que ça marche. Il y a plein d'autres initiatives. Hein. PAP en a fait une aussi qui marche très bien. Et donc, moi, j'invite vraiment tous ceux qui nous regardent et qui ont des appartements vacants, notamment dans les endroits comme Lille, Paris, Lyon, Marseille, de pouvoir aller sur cette plateforme Appart Solidaire. Et donc, du coup, tous les logements sont mis à disposition pour les soignants gratuitement. C'est l'engagement que les gens prennent. Et aujourd'hui, ça permet quoi? Des soignants de pouvoir se déplacer dans d'autres hôpitaux où peut-être qu'il y a un pic de gestion de la crise? En fait, c'est surtout parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de soignants habitaient à plus de 30 minutes de l'hôpital. Et donc, avec tous les efforts qu'ils donnent dans la journée et cet effort incroyable, bah, notre rôle, ça a été d'essayer d'apporter des solutions pour que l'environnement soit le plus facilité possible pour eux. Et donc, le principe, c'est je suis soignant, mais ça marche aussi si vous êtes un travailleur social. Si vous travaillez dans un EHPAD, on a voulu élargir la chose. Vous allez sur le site d'Airbnb, il y a une capsule Appart Solidaire, et là, vous avez accès aux offres qui sont mises à disposition cette fois-ci par des propriétaires. Donc Airbnb a envoyé un mail à des centaines de milliers de personnes sur sa base de données. PAP a fait la même chose de son côté. Et ça permet vraiment aujourd'hui d'avoir de très belles rencontres qui se font. Et puis, c'est un beau témoin là aussi de cette solidarité. Mais je crois que depuis le début, on voit beaucoup de la solidarité. Le rôle du gouvernement, c'est d'aider à organiser cette solidarité autant que possible. C'est pour ça qu'on a lancé cette initiative Appart Solidaire. Ouais, c'est très important et c'est important ce que tu dis aussi sur l'élargissement aux travailleurs sociaux. On en discutait avec Adrien Taquet en début de semaine. C'est aussi le cas pour l'accueil des enfants de soignants et de travailleurs sociaux dans les écoles pendant la période. On voit aussi que dans ce moment de crise, on a eu besoin d'avoir
une ligne de front élargie d'une certaine façon. Et c'est toujours l'occasion de rappeler que les travailleurs sociaux, ils sont aussi dans le moment sur la ligne de front. Il y a les soignants, bien sûr, qui sauvent très directement des vies, mais l'activité que mènent les travailleurs sociaux, Et elle tu est as raison, absolument essentielle. exactement, et tu as raison de le dire parce que souvent, on parle beaucoup, et c'est bien normal, du personnel soignant, on parle beaucoup des personnes qui travaillent dans les entreprises et qui nous assurent ce dont nous avons collégialement besoin. Et c'est vrai qu'on parle un peu moins du social. Et le social, bah, c'est cet appui, par exemple, aux enfants qui aujourd'hui sont dans le dispositif de l'ASE, dont vous avez parlé avec Adrien Taquet il y a quelques jours. C'est les personnes qui travaillent dans l'hébergement d'urgence, dont j'ai la responsabilité. C'est toutes ces personnes qui font vivre ce pacte social. Et ce pacte social, il est essentiel. Et donc, bah, voilà, par ces initiatives, on leur apporte aussi le soutien dont ils ont besoin et qui, d'une certaine manière, leur est dû parce que effectivement, ils sont eux aussi au front. Alors, tu le disais, il y a une interaction entre les pouvoirs publics et puis les acteurs, parfois les acteurs privés qui veulent pouvoir agir. Et je pense que c'est très bien qu'on ait ces chaînes de solidarité, ces chaînes de responsabilité qui se mettent en place. Il y a des questions qui nous sont posées pendant notre live sur ce que l'État peut faire, et l'État peut faire notamment à destination des publics qui sont les plus précaires pendant cette crise-là. Véronique Nica nous parle de réquisition. Ça fait aussi partie du champ de ton ministère et des actions qui ont été menées par le gouvernement à destination de ceux qui sont les plus précaires et qui souffrent particulièrement pendant la crise. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ah, effectivement, il y a parmi les publics précaires, il y a ceux qui vivent malheureusement encore à la rue. Au début du confinement, il y avait encore quelques milliers, enfin plusieurs milliers de personnes qui dormaient à la rue pour plein de raisons. Et c'est des personnes qui sont en souffrance, en détresse. La rue, ça abîme énormément, la rue, ça tue. Et évidemment, au même moment, on a vu se dépeupler, par exemple, les hôtels. Et donc, moi, mon objectif et la volonté politique, enfin, l'engagement politique qui a été le mien au premier jour du confinement, ça a été de demander à toutes mes équipes de dire, ben, on va faire une réquisition massive des chambres d'hôtel pour pouvoir mettre à l'abri ceux qui sont encore aujourd'hui dehors. On l'a fait et dans certains endroits, on est passé véritablement par une réquisition. Et puis, beaucoup en fait de chaînes hôtelières ont à ce moment-là répondu par cet élan de solidarité à notre appel. Et donc depuis 3 semaines, en 3 semaines, on a ouvert 15 000 places. Je dis bien 15 000 places supplémentaires d'hébergement d'urgence. Et parmi elles, à peu près la moitié, ce sont des chambres d'hôtel dont une certaine partie a été réquisitionnée. Et ce faisant, ça nous a permis d'ouvrir très rapidement ces chambres d'hôtel. Et ça nous a permis aussi de pouvoir venir en appui avec les associations qui, une fois qu'on a ouvert les chambres d'hôtel, peuvent accompagner les publics. Mais en même temps, s'appuyer sur les personnes qui gèrent l'hôtel. Donc tout ça montre qu'on arrive à faire bloc pour accompagner les sans domicile fixe. Et c'est vrai qu'en 3 semaines, on a ouvert 15 000 places à peu Ouais. près, dont la moitié de chambres d'hôtel. Ça montre encore une fois à quel point les besoins sont énormes, mais aussi la rapidité avec laquelle on a agi. Hier soir, c'est l'équivalent de la ville de Saint-Étienne qu'on hébergeait. Ouais. Je dis bien la ville de Combien Saint-Étienne, de 170 000 personnes. 170 000 personnes qui sont aujourd'hui dans les dispositifs d'État, pour le coup, sortis de la rue dans cette période-là. C'est ça que tu nous dis. C'est exactement. Souvent, on dit souvent beaucoup de choses au sujet du sans-abrisme et des sans-domicile fixe. Ce qui est sûr, c'est que cette solidarité, elle existe dans notre pays, puisque, encore une fois, hier soir, on a hébergé, on a mis à l'abri 170 000 personnes. Mais la situation, elle nous montre quoi de manière générale, au-delà du confinement? C'est que cette précarité, elle est très forte dans notre pays. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette détresse. Donc notre rôle, en tant que ministre de la ville, c'est de les protéger au maximum. Je le fais avec énormément de détermination, de force. J'ai pas hésité à réquisitionner des chambres d'hôtel. Je le fais aussi avec beaucoup d'humilité parce que le défi, il est immense, immense. Et que malgré tous les efforts qu'on avait déjà faits avant le confinement, bah, il y avait encore des milliers de personnes qui étaient à la rue. Donc on redouble d'efforts et on va continuer à chaque fois. De toutes les manières, tant qu'il y a une personne à la rue, c'est que la collectivité au sens large verra de ses propres yeux un échec. Et donc il faut continuer à agir avec force. C'est important ce que tu nous dis là, parce que ça veut dire qu'il y a effectivement les personnes que l'État essaie de sortir de la rue le plus directement possible. Il y a aussi les mesures qui touchaient la trêve hivernale, qui concernent notamment les locataires. Est-ce que là, tu peux nous en dire un petit peu plus aussi
parce que tu as pris des décisions sur cette thématique-là aussi? On a décalé la trêve hivernale. C'est d'ailleurs une décision que le président de la République a prise au tout début. Dans l'une de ses premières interventions télévisées, il a tout de suite annoncé qu'on allait décaler la trêve hivernale. Pourquoi c'est important? Parce que ça permet de faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune expulsion locative. Alors, les expulsions locatives, c'est des drames à chaque fois. C'est des drames humains. C'est des drames parce que c'est plein de raisons, mais des raisons très personnelles qui conduisent à ces expulsions locatives. Mais malheureusement, chaque année, il y a en moyenne 15 000 expulsions locatives qui sont prononcées dans notre pays. Et donc, ça veut dire qu'il y en a plus de 1000 chaque mois. Bon. Dans la période, il était inconcevable que des expulsions locatives puissent être faites. Et donc, on a décalé la période. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que personne ne peut être chassé de son appartement ou voir une coupure d'eau ou d'électricité, même si la justice a ordonné l'expulsion. Donc, en ce Et donc, moment, de nouvelles personnes. personne ne peut être expulsé. Et si la justice a ordonné l'expulsion, je ne l'applique pas, ça veut dire que c'est moi qui endosse la responsabilité, ça veut dire que je dédommage le propriétaire. Mais ça permet comme ça de préserver tous ceux qui en ont besoin, bien évidemment. Alors, quand on parle du continuum d'action, il y a des questions qui sont posées sur les liens que tu peux avoir pour travailler avec les associations et avec les collectivités. J'imagine que dans la période, l'État opère beaucoup avec les collectivités. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce qui est fait avec elles? Et est-ce que quand les associations, les collectivités viennent en aide, il y a des mesures pour pouvoir les aider directement et financièrement? Il y a un enjeu qui est majeur, c'est que les collectivités ont un rôle incroyablement important dans notamment la distribution des aides sociales. Si on prend un exemple très précis, c'est la distribution de l'aide alimentaire. Vous savez, dans chacune des communes, il y a ces centres qu'on appelle les CCAS, où quand vous êtes en difficulté, vous pouvez venir et bénéficier d'un accompagnement, et souvent d'aide alimentaire d'ailleurs. Et ça vient en appui des associations, avec, si je continue sur le volet alimentaire, les banques alimentaires, les restos du cœur, etc. Et donc nous, on vient en appui. Et qu'est-ce qu'on a vu dans certains endroits, notamment sur les associations de banques alimentaires, il y avait beaucoup de bénévoles et souvent des bénévoles âgés. Et donc, il a fallu essayer de soutenir ces associations. C'est pour ça que Gabriel Attal a lancé cette belle plateforme jeveuxaider.gouv.fr. Et en même temps, on a vu à certains endroits que même avec ça, on n'arrivait plus à s'assurer que chacun ait de quoi s'acheter à manger ou les produits hygiéniques. Et donc, on a lancé il y a 10 jours quelque chose de très nouveau que mon ministère n'avait jamais fait, que des collectivités ou des associations avaient parfois fait, mais que nous n'avions jamais fait. C'était de lancer des tickets services, des chèques services, comme des tickets restaurants. On en a commandé pour 15 millions d'euros pour aider près de 60 000 personnes, notamment des sans domicile fixe ou des personnes vivant dans ces hôtels qui n'ont pas de quoi faire à manger pour qu'ils puissent aller acheter de quoi se nourrir ou des produits hygiéniques. Et ça, encore une fois, c'est permis parce qu'on travaille main dans la main avec les associations, les collectivités et nous qui arrivons pour aider. Comment ça marche concrètement? C'est justement le réseau associatif ou le réseau de collectivités qui les distribue? C'est l'État qui les commande. Donc moi, j'ai commandé 15 millions d'euros de chèques. C'est des chèques qui permettront à chacun d'avoir 7 euros par jour et par personne. Et ces chèques, après, sur le terrain, c'est évidemment pas l'État qui assure le dernier kilomètre. C'est beaucoup plus les associations. Et donc, en fait, dans chaque territoire, ces chèques sont distribués aux associations qui ensuite font cet accompagnement, vont vers les personnes en détresse, les sans domicile fixe, etc., et leur distribuent les chèques quand le réseau d'aide alimentaire ne marche pas. Si le réseau d'aide alimentaire continue à marcher, c'est souvent bien mieux parce que c'est aussi la chaleur humaine, l'accompagnement, le moment de discussion contre simplement la distribution d'un chèque service. Mais quand ce réseau alimentaire il n'existe pas suffisamment, et on a pu l'observer dans certains territoires, on a pris la décision de mettre en place ces chèques et ils sont distribués par ces associations. D'accord. Et justement, en termes d'élan de solidarité, on voit que cette crise, je le dis souvent, mais montre aussi et révèle aussi ce qu'il y a de meilleur dans notre société. Elle suscite un élan de solidarité de la part des particuliers, de nos concitoyens qui veulent agir. Toi qui es vraiment en contact avec les publics les plus précaires, notamment, tu viens de nous en parler beaucoup, des sans domicile fixe, quels conseils on peut donner aux personnes? Il y a quelqu'un qui posait la question là pendant le live, je vois un sans domicile fixe, un sans-abri dans ma ville, qu'est-ce que je peux faire? Quels sont les bons réflexes à avoir dans une période où, en plus, avec le confinement, la distanciation sociale, on se pose évidemment plein de questions
sur nos modalités d'action. Est-ce que tu as des conseils concrets et particuliers à donner à ces personnes qui se posent des questions? Il y a d'abord l'urgence, c'est-à-dire quand vous voyez quelqu'un qu'il faut mettre à l'abri, il y a un numéro de téléphone qui est le 115. C'est le SAMU social, notamment de Paris. Et donc ça, c'est sur le volet urgence. Et puis après, il y a l'engagement. On parlait tout à l'heure de la plateforme jeveuxaider.gouv.fr. L'engagement, donner un peu de son temps pour aller aider qui d'une association alimentaire ou qui d'une association qui va apporter des repas à quelqu'un ou va prendre soin. Ça, c'est du temps, c'est beaucoup de bénévolat et je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de Français qui sont rentrés dans cette dynamique et je trouve ça absolument fabuleux et puis certains, d'autres, à défaut de s'engager dans le bénévolat, donnent un peu d'argent. Heu on parlait tout à l'heure des tickets services, ces chèques services. Il s'avère en parallèle de ce que l'État, mon ministère a fait, la Fondation Abbé Pierre a lancé la même chose en faisant un appel aux dons pour, coupler, faire bloc et avancer, en parallèle. C'est aussi des aides qui peuvent être, faites. Merci beaucoup pour ces informations qui sont très concrètes et je pense que c'est bien que dans nos moments de live, on donne aussi ce type d'informations concrètes pour ceux qui veulent agir. Alors, tu es aussi ministre de la Ville. Je le disais en introduisant notre échange et c'est très important dans ce moment-là parce que on a beaucoup vu dans cette période, d'une certaine façon, une fracture assez forte entre une France confinée, parfois dans des quartiers où c'est plus difficile d'être confiné dans un appartement réduit, dans des logements parfois insalubres. Et c'est une question que tu touches quotidiennement dans ton ministère par rapport à une France où les situations de confinement sont évidemment plus faciles parce qu'on a une maison ou un jardin. Les quartiers ont parfois été pointés du doigt dans ce moment de confinement. Certains responsables politiques n'ont pas hésité à dire ici ou là, regardez, ça montre que les quartiers ne respectent pas la façon dont il faut gérer le confinement. Toi, tu es confronté à ça quotidiennement. Comment est-ce que tu vis ça d'une certaine façon et qu'est-ce que tu vois en réalité sur le terrain? C'est vrai que ça a été, mais comme souvent, très caricaturé. Heu, je me souviens de propos, en effet, de responsables politiques qui disaient que c'est, des, endroits où le confinement n'était pas du tout, respecté, alors qu'au même moment, au centre-ville, de villes très bourgeoises à côté, le confinement n'était pas du tout, respecté. Bon, moi, je m'arrête pas à ces caricatures. Ce que je sais, c'est que, il y a des situations où ça se passe, globalement bien. Il y a des endroits où c'est évidemment plus difficile, mais comme partout sur notre territoire. Mais ce que je sais aussi, c'est que le sacrifice d'être confiné, quand vous êtes dans un logement petit, parfois insalubre, il est encore plus fort que le sacrifice d'être confiné quand, vous êtes dans un endroit, beaucoup plus, agréable. Et donc ça nous oblige, nous, pouvoirs publics, collectivités locales, associations, de pouvoir continuer à apporter ces accompagnements. Moi, j'ai plusieurs défis sur les quartiers prioritaires de la ville. Il y en a un qui aujourd'hui, est, très important à mes yeux et on y travaille beaucoup avec Jean-Michel Blanquer. Au-delà de l'habitat, c'est la question de la continuité éducative. C'est comment on aide les enfants de la République dans ces quartiers à avoir accès à cette même continuité éducative. Et donc, on travaille énormément pour, au-delà du boulot de tous les profs qui font un boulot fabuleux, et comment on travaille pour fournir du matériel informatique, fournir des clés 4G, fournir et organiser du tutorat pour accompagner l'ensemble des acteurs. C'est là aussi des actions hyper concrètes, mais je crois que c'est extrêmement important. Il faut dépasser les caricatures et se demander vraiment quels sont les défis qu'on a. L'un des défis, c'est évidemment la continuité éducative et moi, je concentre beaucoup d'énergie sur ça parce que je crois que c'est l'un des gros défis du moment. C'est là aussi du super concret. Comment on s'assure qu'on a le matériel pour bien faire cette Bien continuité sûr, bien éducative. sûr. Et on parlait avec Adrien de cette initiative des ordis pour nos enfants, qui est un site internet là aussi où des milliers d'ordinateurs portables ont été donnés par des entreprises, notamment pour pouvoir apporter et lutter contre cette fracture numérique qui rend justement très difficile parfois la continuité éducative. Alors j'en profite pour Exactement. dire à Henri qui posait cette question de comment est-ce que je peux être individuellement utile pendant la période. La République en marche a publié un guide de l'engagement. On a essayé de recenser toutes les initiatives qu'on a vues sur le terrain de marcheurs. Il y a beaucoup de marcheurs qui sont engagés dans le moment, mais aussi de personnes qui n'étaient pas marcheurs et qui s'engagent pour justement essayer de vous accompagner extrêmement concrètement. Donc, si vous allez sur le site d'En Marche, vous avez ce guide de l'engagement et je pense que ça peut être très utile. Alors, je prends, Julien, encore deux ou trois questions assez concrètes. Il y en a pas mal pour toi ce soir.
d'internautes qui demandent s'il y a des exonérations de charges de loyer qui sont prévues dans cette période de confinement. Tu as parlé de la trêve hivernale, c'est très important. C'est très difficile d'intervenir de façon autoritaire sur des exonérations de charges, mais peut-être dis-nous ce qui est possible de faire. Alors, en fait, le principe et notre objectif, c'est de faire en sorte que tout le monde soit en mesure de payer son loyer. C'est ça le principe. C'est pour ça que on a mis en place tous les dispositifs d'accompagnement, le chômage partiel, les aides quand vous devez garder vos enfants, le fonds de solidarité. Euh, c'est souvent une question qui nous est posée parce que effectivement, pour les entreprises en difficulté, les petites entreprises en difficulté, là, on a dit il y a une suspension des loyers. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait plus de ressources en face. Donc, principe, zéro ressource, zéro dépense. Mais pour les individus, ce qu'on a dit, ce qu'on met en œuvre, c'est de faire en sorte que les individus aient la capacité à payer leur loyer. C'est très important, mais je crois que tout le monde le comprend bien, pour toute la chaîne qu'il y a, la chaîne de l'immobilier, parce que parfois vous avez aussi des personnes, j'ai en tête, par exemple, des retraités qui ont une petite retraite, mais qui ont le loyer de l'endroit à côté de chez eux qu'ils possèdent et qu'ils peuvent louer, etc. Mais ce qui est sûr aussi, c'est que moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des cas individuels, et ces cas individuels, il faut les accompagner. Et donc, ce que j'ai décidé, c'est de mettre en œuvre un accompagnement dédié pour que toute personne qui a une difficulté, même si on se substitue à ses ressources quand elle n'en a pas, eh ben, elle puisse avoir cet accompagnement. Donc, on a créé avec l'ADIL une plateforme. L'ADIL, c'est des agences départementales sur le logement. Il y en a dans tous les départements. C'est sur le site adil.org. Eh ben, on a créé une plateforme où derrière, vous avez des professionnels qui sont là pour vous accompagner. Et notamment, quand vous avez un problème, il s'avère qu'il y a un fonds pour le logement, qui est doté de 350 millions d'euros et géré par les départements. Et donc, s'il y a des difficultés individuelles, on a mis en place cette batterie d'experts spécialistes du logement pour vous accompagner et vous dire, bah voilà comment on peut aider, parce qu'on peut aider, et comment on peut bénéficier d'un certain nombre d'aides, parce qu'il existe ces aides-là, et ces aides-là, je l'ai évidemment vérifié, elles sont dotées de manière à faire face. Et si, évidemment, il faut aller plus loin, on ira plus loin. Mais donc, on a cette approche qui est individualisée, parce que c'est des cas personnels, des cas familiaux, et donc, c'est comme ça qu'on agit pour protéger tout le monde. Et plutôt centré sur l'aide aux locataires plutôt que pénaliser la chaîne locative et nos propriétaires notamment, comme tu le disais. Alors, ça peut être aussi les propriétaires qui ont des difficultés à rembourser leurs emprunts, Ouais. parce qu'il en existe aussi. Et ben, ce sont les mêmes personnes qui peuvent, par ces ADIL, adil.org, avoir les conseils et bénéficier des mêmes aides si le problème il y a. Mais comme tu le disais, il faut préserver la chaîne, parce que sinon, vous avez des conséquences en cascade énormes, et faire cet accompagnement individuel. Ouais, très clair. Peut-être une question précise, justement, quand on parle des propriétaires, c'est peut-être difficile là aussi d'agir. On a vu dans l'actualité ces cas assez choquants de propriétaires qui souhaitaient expulser des personnes parce qu'elles étaient soignantes et donc avec une présomption d'être en contact avec le virus. Moi, ça m'a choqué. J'imagine que comme tous ceux qui ont vu ça, est-ce qu'il y a un levier d'action pour eux? Est-ce qu'il y a des sanctions qui sont possibles? Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Bah, ce qui est clair, c'est que c'est moralement abject. Après, légalement, comme je le disais, la première des mesures qu'on a prises, c'est d'empêcher les expulsions locatives. Donc, quelles qu'en soient les raisons, vous ne pouvez pas faire cette expulsion locative. Donc, en plus, c'est contrevenir au droit. Mais au-delà de l'analyse juridique, c'est surtout un comportement moral dans la période. Bon, il y a eu quelques exemples comme ça qui ont été d'ailleurs très fortement médiatisés pour montrer le côté abject du comportement. Moi, ce que je vois et ce qui me remonte, c'est qu'effectivement, s'il y a quelques cas, c'est des cas extrêmement isolés. Mais ce que je vois en parallèle, c'est l'immense solidarité qu'on évoquait en tout début d'entretien sur Appart Solidaire. C'est-à-dire que au même moment où certains euh, se montrent sous un aspect absolument sombre, abject, et critiquable. De l'autre côté, vous avez beaucoup de personnes qui se montrent au contraire de manière très lumineuse, d'entraide et solidaire. Et c'est ça qu'il faut mettre aussi en avant, évidemment. Dernière question, Julien. Peut-être, elle est très précise, mais il y a des internautes qui se posent la question sur les actes notariés. Est-ce qu'on peut continuer dans la période de confinement les opérations d'achat ou de vente immobilière? Comment ça se passe?
Jusqu'à présent, on avait beaucoup de difficultés parce que les actes notariés, on pouvait difficilement les faire de manière numérique. Et d'ailleurs, toute la période, elle montre bien. On était il y a quelques instants avec toutes les personnes de la profession. Ça montre bien à quel point le numérique va être aussi un élément qui va transformer complètement la profession et que ce qu'on est en train de vivre va être un accélérateur dans cette transformation. Et la semaine dernière, par exemple, c'est 60% de moins d'actes notariés parce que il y avait une très grande difficulté à prendre des actes de manière numérique. Et donc le week-end dernier, samedi de mémoire, avec la garde des Sceaux, on a pris un texte permettant de faire des actes de manière numérique. Ça va permettre de soutenir, ça ne permettra pas de retrouver une activité normale parce qu'il y a plein d'autres raisons, mais enfin, ça va permettre de soutenir la chose. Et ça montre que là aussi, c'est un des grands défis, ça va être un boulot très fort de nous tous, hein, de voir comment, parmi les enseignements qu'on retirera, comment dans ces enseignements, on va changer un certain nombre d'habitudes sur le numérique dans ces actes, mais même de manière générale. Moi, donc je suis en charge du logement de la ville. Ce qui est incroyable dans la période, c'est que la période, elle nous interroge beaucoup sur le logement, énormément. Ça met en avant tout le problème d'habitat en termes de qualité, d'insalubrité. Donc il y a un sujet, et ça fait des années que je bosse dessus parce que j'ai toujours voulu faire de ce ministère autant la construction que la réhabilitation. Enfin, ça pose aussi la question de l'usage. Le logement aujourd'hui, il est plus appréhendé de la même manière. Il y a le télétravail, il y a le temps qu'on peut y passer. Et ça changera beaucoup aussi les choses. Et puis, il y a ce rapport à l'acte, effectivement, dans toute la chaîne immobilière avec les nouvelles technologies. Et tout ça, ça va être des éléments transformants, je crois, et qu'on prendra en compte. En tout cas, ça fera partie des enseignements, bien évidemment. Bien sûr, mais c'est vrai que c'est important que tu conclues là-dessus. Moi, ça touche une conviction très profonde. On parle beaucoup en ce moment du monde d'après, de la construction, comme si on allait écrire les choses d'une certaine façon sur une page blanche. Pas du tout, j'en suis convaincu. Le monde d'après, il va être à partir de celui qu'on est en train d'essayer de faire tenir maintenant. Et les principes de solidarité dont on a beaucoup parlé ce soir, d'action dans la crise, là maintenant tout de suite, c'est eux qui devront aussi prévaloir pour construire et reconstruire la suite. Bah, écoute, merci beaucoup, Julien. J'espère Merci à vous. qu'on a répondu aux plus de questions possibles que vous vous posiez. Merci d'avoir pris le temps. Bonne soirée et pour nos lives, à la semaine prochaine. Bonne soirée à À tous. bientôt.